Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le Bénin et au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un nouveau rebondissement dans le volet judiciaire de la tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre 2025 au Bénin. Alassane Tigri, vice-président du Parti Les Démocrates, a été interpellé puis placé en détention provisoire. Le verdict des urnes est désormais connu à l'issue du double scrutin du 11 janvier dernier, aussi bien au Parlement que dans les mairies. Cette échéance électorale qui s'inscrit comme moment clé de la vie politique béninoise continue d'alimenter les débats et réactions. Et puis, hors du Bénin, le gouvernement burkinabé a acté la dissolution de l'ensemble des partis et formations politiques dans le pays, une décision présentée par les autorités comme une étape majeure de la refondation de l'État. Alassane Tigri n'est plus libre de ses mouvements. L'ancien ministre et vice-président du Parti Les Démocrates a été auditionné ce jeudi par la Criette avant d'être placé en détention provisoire. Il est poursuivi dans le dossier relatif à la tentative de coup d'État déjouée contre le président Patrice Talon. Retour sur les faits dans cet élément. Alassane Tigri, ancien ministre des Sports et vice-président du parti d'opposition, les démocrates, se trouve désormais en détention provisoire. Il a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 29 janvier 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, dans le cadre de l'enquête liée à la tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre 2025. Son interpellation remonte à la veille, mercredi 28 janvier, à son domicile de Cotonou. L'opération s'inscrivait dans l'exécution de mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction saisi du dossier. Selon des sources judiciaires, l'ancien membre du gouvernement figure parmi les personnes poursuivies pour des faits qualifiés, entre autres, de complot contre l'autorité de l'État. Présenté le lendemain à la commission d'instruction de la Criette, Alassane Tigri a comparu pour une audition qui a duré plusieurs heures. À l'issue de cette phase, il a été conduit devant le juge des libertés et de la détention en présence de son conseil. La procédure a abouti plus tard dans la soirée à une décision de placement en détention. L'intéressé est également connu pour être le frère de Pascal Tigri, lieutenant-colonel, cité comme l'un des principaux acteurs de la mutinerie du 7 décembre 2025. Ce dernier demeure recherché par les autorités. Au sein de la formation politique Les Démocrates, Alassane Tigri occupe la fonction de vice-président. Son inculpation intervient dans un contexte politique déjà marqué autour de l'affaire de tentative de coup d'État. À ce stade de la procédure, les investigations se poursuivent sous l'autorité du juge d'instruction afin d'établir les responsabilités de chacun des mis en cause. La Criette, juridiction compétente pour les infractions économiques et les affaires liées au terrorisme, pilote l'ensemble du dossier. Page politique à présent, les élections législatives et communales du 11 janvier dernier ont rendu le verdict sur les 5 partis en compétition. Seul l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain se démarquent. Nestor Avonomandegbe, acteur de la société civile, nous livre son analyse de ces résultats. C'est le peuple qui a tranché. Parce que nous n'avons pas eu des recours en tant que tels, c'est déjà bien. Et quand on parle d'assemblée monocolore, moi je suis jamais d'accord pour ça. Pourquoi? En fait, les partis politiques ont servi de couloir aux candidats juste pour être élus députés. Et quand on parle même de députés de la mouvance, des députés de l'opposition, tout ça là, moi je pense qu'il faut arrêter et définitivement. Une fois le député élu, il est devenu le représentant du peuple, c'est-à-dire le député du peuple.
Et sa mission, c'est le vote des lois, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, une fois à la porte de l'hémicycle, ils doivent oublier leur provenance et travailler pour la nation. Donc, considérez dès aujourd'hui que les députés qui sont là ne sont plus des députés UPR, des députés BR, mais des élus du peuple, des députés pour la nation. Donc, quand on parle d'avenir politique, je dis, rien n'est compliqué encore. Si ces députés savent le rôle pour lequel ils vont à l'Assemblée, le premier est réglé. Qui vous dit, par exemple, qu'il n'y aura pas certains membres des démocrates ou certains membres des forces Corée pour le Bénin comme ministre ou bien occupés de hautes fonctions. Laissons le temps au temps. On disait au président Mathieu Kérékou, faut pas nommer tel monsieur parce qu'il était de la Renaissance du Bénin. Mais Kérékou a demandé à ceux qui lui disaient ces choses-là, est-ce qu'ils ne sont pas des Béninois? Voilà, c'est des mentalités comme ça nous devons avoir maintenant pour le développement de notre nation. J'invite tout le peuple béninois à sortir massivement parce que vous savez que le pourcentage de l'électorat pour les communales et les législatives, le pourcentage ne reflétait pas ce qui est normal. Donc, pour que les Béninois sortent pour aller exprimer leur vote lors de l'élection présidentielle du 11 avril 2026, dans la paix, la discipline. Je dis bien dans la paix, la discipline. D'abord, pour voter, c'est un droit citoyen. Donc, personne ne peut empêcher X, Y d'aller voter. Et nous devons prouver une fois encore la maturité du peuple béninois au monde entier en sortant massivement parce que nous remarquons qu'on peut partout dans le monde le taux de participation a des soucis, surtout en Afrique. Donc, il faudrait que le Bénin arrive à dépasser les rumeurs de gauche à droite, le conseil donné à certains potents d'abstenir, de ne même pas sortir pour aller voter. Il faut qu'on termine avec parce que le Bénin est un et indivisible et nous devons veiller dans la paix et la discipline avant, pendant et après les élections. Et pour les élections communales, un parti doit obtenir au moins 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national pour participer à la répartition des sièges. La Force Corée pour un Bénin émergent n'ayant pas atteint ce seuil, elle est exclue de cette répartition. Pourtant, le parti a conclu des accords de gouvernance. Franck Kinivor espère en gouvernance locale, nous édifie. L'absence de FCBE au partage des sièges est liée à deux éléments essentiels. Vous savez, les différents intervenants sur les médias sociaux se posent la question de savoir pourquoi FCBE, qui a signé un accord de coalition parlementaire, n'a pas été admise au partage des sièges. Mais en réalité, l'accord de coalition parlementaire n'intervient que pour les législatives. Et l'accord de coalition parlementaire n'est activé au niveau de la Sénat que si le parti a les 10%. Et ça, c'est pour les législatives. Pour les communales, l'accord de gouvernance locale est postérieur à l'attribution des sièges et donc FCBE n'a pas pu signer d'accord de gouvernance locale parce que FCBE n'a même pas de siège. Donc, ce qui fait que FCBE aujourd'hui n'a pas de conseillers communaux, c'est que justement, pour franchir la première étape,
C'est-à-dire, il faut obtenir le premier seuil de représentativité qui est de 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national. Et FCBE n'en est qu'à 6,60 et quelques pourcents, 6,65. FCBE ne peut pas être admise au partage des sièges. Il y a aussi un deuxième seuil de représentativité qui, lui, est au niveau des arrondissements. C'est-à-dire, si vous avez 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national, vous êtes admis à l'intérieur de l'arrondissement. Et à l'intérieur de l'arrondissement, on regarde si vous avez encore au moins 10% des suffrages exprimés dans l'arrondissement. Tous les partis politiques qui ont du mal à avoir 10% des suffrages au niveau national doivent se poser la question sur la nécessité de fusionner ou de continuer sur leur lancée actuelle. Parce que vous savez, la réforme du système partisan vise à éliminer beaucoup de partis pour que le pays en compte peut-être 2, 3, 4 ou 5 au maximum. Donc, dans cette perspective, il y a des règles très rigides, des règles très difficiles pour les élections, pour l'attribution des sièges, que ce soit pour les législatives et pour les communales. Je me rappelle qu'après le scrutin communal de 2020, le PRD a cherché à fusionner avec l'Union progressiste Le Renouveau pour que la force électorale du PRD, qui reste quand même limitée à Cotonou et dans l'Ouémé, puisse renforcer l'UP, et donc c'est ça qui a donné l'UPR. La Renaissance nationale de Claudine Afiavi-Prudencio aussi a fusionné avec l'UPR. Donc, il reste quelques partis, mais on ne va pas demander à tous les partis d'aller à la fusion aussi. Parce qu'animer la vie politique, c'est aussi être en dehors des grands blocs, à moins que ces blocs aujourd'hui admettent des courants internes, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, je pense que globalement, on peut arriver à, un peu comme aux États-Unis, tous les partis qui existent aux États-Unis ou en Angleterre ne vont pas aux élections, ne gagnent pas la présidentielle ou ne gagnent pas de poste au Sénat, mais animent la vie politique. Donc, on peut s'interroger, est-ce que FCBE doit continuer? Est-ce que Moël Bénin, ces partis doivent continuer leur existence? Oui, c'est utile pour l'animation, mais si c'est des partis qui veulent aller vraiment au pouvoir, il faut que ces partis-là pensent à une fusion. Je pense que les partis qui ont gagné les communes doivent s'atteler à ce que, en s'appuyant sur les spécificités de chaque localité, ils puissent sortir des programmes, des projets de société communale pour que ces communes-là se développent véritablement. En interactualité au Nigeria, dans un message adressé à ses fans, l'ancien champion du monde des poids lourds est revenu sur la perte de 2 piliers de sa vie, emporté dans un drame qui a tout changé. Le 29 décembre 2025, la vie d'Anthony Joshua a basculé lors d'un accident de voiture sur une autoroute près de Lagos. Le reportage. Anthony Joshua est enfin sorti du silence jeudi, après des semaines depuis l'accident de la route au Nigeria qui a entraîné la mort de son entraîneur et de son préparateur physique. C'est dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que le boxeur britannique est revenu sur cet événement. Je suis ici devant une caméra. Malheureusement, je ne m'adresse pas à vous tous en direct. Si vous connaissez mon caractère, je préfère de loin le faire. Mais il y a ce que je veux et puis il y a la réalité. C'est donc la meilleure façon pour moi de m'adresser à vous tous partout dans le monde qui m'avez montré tant d'amour, d'attention et de soutien pendant cette période tragique et traumatisante où nous avons perdu Lat et Sina au Nigeria. Que puis-je dire? Un jour mon heure viendra.
Et je n'ai pas peur, pas du tout. C'est en fait réconfortant de savoir que j'ai 2 frères de l'autre côté. J'ai déjà perdu des gens, mais pas de cette manière. Ils étaient à ma gauche et à ma droite. Tout au long de ce parcours que j'ai suivi, ils ont été, ce n'est pas facile, je ne m'en rendais même pas compte. Je suis grand, mais je marchais avec des géants qui me protégeaient, qui me soutenaient. Alors oui, je veux juste dire merci. Nous avons entendu, nous avons vu les messages, les tweets, les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, les prières. Tout a été pris en compte. Alors nous savons ce que nous allons faire. Maman Sina, Papa Sina, un seul amour. Vous savez que nous sommes ici pour vous représenter. Ce message n'est pas seulement en mon nom, il est aussi au nom de leur famille. Nous vous sommes très reconnaissants. Merci pour votre amour à travers le monde. Continuez, ne vous arrêtez pas. Et à tous ceux qui ont perdu un fils, un frère, un seul amour pour vous tous. Et que puis-je dire de plus? Merci. Le chauffeur impliqué dans l'accident est poursuivi pour 4 chefs d'accusation, dont conduite dangereuse ayant impliqué la mort. Il sera devant le juge le 25 février. Le régime militaire au pouvoir au Burkina Faso a annoncé ce jeudi son intention de dissoudre l'ensemble des partis politiques dont les activités étaient déjà suspendues depuis le coup d'État de septembre 2022. Une décision qui marque une nouvelle étape dans le durcissement autoritaire du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Suivant. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce la dissolution de tous les partis politiques ainsi que la suppression du cadre juridique régissant leurs activités. Selon le ministre de l'Intérieur Émile Zerbo, cette suppression s'inscrit dans un effort plus large visant à reconstruire l'État après ce qu'il a qualifié d'abus et de dysfonctionnement généralisé au sein du système multipartite du pays. Une étude gouvernementale aurait révélé selon lui que la multiplication des partis politiques alimente les divisions et affaiblit la cohésion sociale. Avant le coup d'État de septembre 2022, le pays comptait plus de 100 partis politiques enregistrés, dont 15 étaient représentés au Parlement après les élections générales de 2020. Le Burkina Faso est dirigé par un régime militaire depuis le coup d'État mené en septembre 2022, le 2e de l'année. Depuis, le gouvernement a évoqué à plusieurs reprises la détérioration de la situation sécuritaire du pays, alimentée par des militants liés à Al-Qaïda et à Daesh, pour justifier des mesures exceptionnelles. Initialement prévues en juillet 2024, les élections ont été reportées à plusieurs reprises, le gouvernement évoquant l'instabilité dans le pays. L'ONG Médecins sans frontières a alerté ce jeudi contre la systématisation des violences sexuelles à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti en proie aux violences des gangs. Elle indique dans un rapport que le nombre de victimes de ces violences a triplé depuis 2021, c'est après mois. En Haïti, l'escalade de la violence des gangs et l'instabilité ont fait plus de 1,4 million de déplacés selon l'ONU. Ces infortunés sont les principales cibles des violences sexuelles et sexistes dans le pays. Cette mère de 4 enfants a été agressée par 3 hommes en mars 2025 alors qu'elle se rendait à l'épicerie pour acheter du sel. À 29 ans, sa vie a été bouleversée par cette agression. Après cela, ma vie est devenue difficile. Parfois, je vis sans vraiment vivre. Lors d'une conférence de presse mercredi à Port-au-Prince, Médecins sans frontières a alerté sur les niveaux des violences sexuelles dans le pays. Ce que vous allez voir sur les rapports n'est pas accidentel, c'est une réalité quotidienne pour plusieurs femmes et filles qui habitent dans une ville qui est plongée dans une crise humanitaire majeure, marquée par une violence généralisée et marquée par des déplacements massifs de population. Selon l'ONU, près de 70% des personnes qui ont demandé de l'aide entre janvier et septembre 2025, après avoir été victimes d'abus sexuels, faisaient partie de déplacés. Les gangs contrôlent 90% de Port-au-Prince et ont recours à des abus sexuels pour s'aimer la terreur, selon des experts. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.